Page 1 de Quelque chose de merveilleux, séquelle 2. Chapitre 1. La voluptueuse femme blonde se souleva sur un coude et tira un drap jusqu'à ses seins. Fronçant légèrement les sourcils, elle étudia le beau jeune homme sombre de 18 ans qui se tenait à la fenêtre de sa chambre, son épaule appuyée contre le cadre de la fenêtre, regardant à travers les pelouses arrière, où se déroulait une fête en l'honneur de l'anniversaire de sa mère. « Que vois-tu qui t'intéresse plus que moi ?» demanda Lady Catherine Harrington en enroulant le drap autour d'elle et en se dirigeant vers la fenêtre. Jordan Addison Matthew Townsend, le futur duc de Hawthorne, ne semblait pas l'entendre alors qu'il regardait le domaine du palais qui, à la mort de son père, deviendrait le sien. Alors qu'il regardait le labyrinthe de haies en contrebas, il vit sa mère sortir du bosquet. Jetant un regard bref et furtif autour d'elle, elle redressa le corsage de sa robe et lissa ses lourds cheveux noirs pour lui donner un semblant d'ordre. Un instant plus tard, Lord Harrington apparut et renoua son foulard. Leur rire montait à travers la fenêtre ouverte de Jordan alors qu'il se tenait par les bras. Un léger cynisme gâchait la beauté juvénile de ses traits maigres alors que Jordan regardait sa mère et son nouvel amant traverser les pelouses et se promener dans la tonnelle. Quelques instants plus tard, son père sortit du même labyrinthe de haies, regarda autour de lui, puis récupéra Lady Milborne, son amante actuelle, dans les buissons. De toute évidence, ma mère a trouvé un nouvel amant, dit Jordan d'une voix sarcastique. Vraiment ? demanda Lady Harrington en regardant par la fenêtre. OMS ? Ton mari. Se tournant complètement vers elle, Jordan étudia son joli visage, à la recherche d'un signe de surprise. Lorsqu'il n'en voyait pas, ses propres traits se durcirent en un masque ironique. Tu savais qu'ils étaient ensemble dans le labyrinthe, et cela explique ton intérêt soudain et sans précédent pour mon lit, n'est-ce pas ? Elle hocha la tête, inquiète sous le regard implacable de ses yeux gris et froids. Je pensais, dit-elle en passant sa main sur sa poitrine dure, ce serait amusant si nous aussi. Ah, nous réunissions. Mais mon intérêt pour ton lit n'est pas soudain, Jordan, je te voulais depuis longtemps. Maintenant que votre mère et mon mari s'amusent bien, je ne voyais aucune raison de ne pas prendre ce que je voulais. Il ne dit rien et ses yeux scrutèrent ses traits impénétrables, son sourire timide. Es-tu choqué ? À peine, a-t-il répondu. Je suis au courant des aventures de ma mère depuis l'âge de 8 ans et je doute que je puisse être choqué par ce que fait une femme. Au contraire, je suis surpris que vous n'ayez pas réussi à nous rencontrer tous les 6 dans la salle. Un véritable labyrinthe pour une petite réunion de « famille », conclut-il avec une insolence volontaire. Elle émit un son étouffé, mi-rire, mi-horreur. Maintenant, tu m'as choqué. Paresseusement, il tendit la main et lui releva le menton, étudiant son visage avec des yeux trop durs, trop connaisseurs pour son âge. D'une manière ou d'une autre, je trouve cela impossible à croire. Soudain embarrassée, Catherine retira sa main de sa poitrine et enroula le drap plus solidement autour de sa nudité. Vraiment, Jordan, je ne vois pas pourquoi tu me regardes comme si j'étais méprisée, dit-elle, son visage reflétant une honnête perplexité et un peu de dépit. Vous n'êtes pas marié, donc vous ne réalisez pas à quel point la vie est insupportablement ennuyeuse pour nous tous. Sans badinage pour nous distraire de l'ennui, nous deviendrions tous complètement fous. Au ton tragique de sa voix, l'humour adoucit ses traits et ses lèvres fermes et sensuelles se dessinèrent en un sourire moqueur. Pauvre petite Catherine, dit-il sèchement, tendant la main et effleurant sa joue de ses jointures. Quel sort misérable vous avez, les femmes. Depuis le jour de votre naissance, tout ce que vous voulez vous appartient, si vous le demandez, et vous n'avez donc rien pour quoi travailler, et même si vous le faisiez, vous ne seriez jamais autorisé à travailler pour. Nous ne vous permettons pas d'étudier et les sports vous sont interdits, vous ne pouvez donc pas exercer votre esprit ni votre corps. Vous n'avez même pas d'honneur auquel vous accrocher, car même si l'honneur d'un homme est le sien aussi longtemps qu'il veut, le vôtre est entre vos jambes, et vous le perdez au profit du premier homme qui vous possède. Comme la vie est injuste pour vous. Il a fini. Pas étonnant que vous vous ennuyez tous, que vous soyez amoureux et frivoles. Catherine hésita, frappée par ces paroles, ne sachant pas s'il la ridiculisait, puis haussa les épaules. Vous avez absolument raison. Il la regarda avec curiosité. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit d'essayer de changer tout ça ? Non, a-t-elle admis sans détour. J'applaudis votre honnêteté, c'est une vertu rare dans votre sexe. Bien qu'il n'ait que 18 ans, la puissante attirance de Jordan Townsend pour les femmes faisait déjà l'objet de nombreux potins féminins scintillants, et alors que Catherine regardait ses yeux gris cyniques, elle se sentit soudain attirée par lui comme par une force magnétique écrasante. La compréhension était dans ses yeux, accompagnée d'une touche d'humour et d'une connaissance approfondie bien au-delà de son âge. Ce sont ces choses, plus encore que sa beauté sombre et sa virilité flagrante, qui poussaient les femmes vers lui.
Jordan comprenait les femmes. Il la comprenait, et même s'il était évident qu'il ne l'admirait ni ne l'approuvait, il l'acceptait pour ce qu'elle était, avec toutes ses faiblesses. Voulez-vous vous coucher, monseigneur? Non, dit-il doucement. Pourquoi? Parce que je trouve que je ne m'ennuie pas assez pour vouloir coucher avec la femme de l'amant de ma mère. Vous n'avez pas une très haute opinion des femmes, n'est-ce pas? Demanda Catherine, parce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Y a-t-il une raison pour laquelle je devrais le faire? Elle se mordit la lèvre puis secoua la tête à contre-cœur. Non, je suppose que non, mais un jour tu devras te marier pour avoir des enfants. Ses yeux brillèrent soudain d'amusement et il s'appuya contre le cadre de la fenêtre, croisant les bras sur sa poitrine. Se marier, vraiment, c'est comme ça qu'on a des enfants? Et pendant tout ce temps, je pensais. Jordan, vraiment, dit-elle en riant, plus qu'un peu captivée par ce côté détendu et taquin de sa personne. Vous aurez besoin d'un héritier légitime. Quand je serai obligé de promettre ma main pour produire un héritier, répondit-il avec un humour sombre, je choisirai un enfant naïf tout droit sorti de la salle de classe qui sautera pour faire ce que je veux. Et quand elle s'ennuiera et cherchera une autre diversion, que feras-tu? Va-t-elle s'ennuyer? S'enquit-il d'une voix d'acier. Catherine étudia ses épaules larges et musclées, sa poitrine profonde et sa taille étroite, puis son regard se leva vers ses traits robustes. Dans une chemise en lin et une culotte d'équitation ajustée, chaque centimètre de la grande silhouette de Jordan Townsend rayonnait positivement de puissance brute et de sensualité en laisse. Ses sourcils se relevèrent au-dessus de ses yeux verts complices. Peut-être pas. Pendant qu'elle s'habillait, Jordan se tourna vers les fenêtres et regarda sans passion les invités élégants qui s'étaient rassemblés sur les pelouses de Hawthorne pour célébrer l'anniversaire de sa mère. Pour un étranger ce jour-là, Hawthorne ressemblait sans aucun doute à un paradis fascinant et luxuriant peuplé de magnifiques oiseaux tropicaux insouciants défilant dans tous leurs plus beaux atours. Pour Jordan Townsend, 18 ans, la scène n'avait que peu d'intérêt et aucune beauté, il savait trop bien ce qui se passait entre les murs de cette maison lorsque les invités étaient partis. À 18 ans, il ne croyait à la bonté inhérente de personne, y compris de lui-même. Il avait de l'éducation, de l'apparence et de la richesse. Il était également là du monde, retenu et prudent. Avec son petit menton appuyé sur ses poings, Miss Alexandra Lawrence regarda le papillon jaune perché sur le rebord de la fenêtre du cottage de son grand-père, puis elle reporta son attention sur l'homme aux cheveux blancs bien-aimé assis en face d'elle. Qu'as-tu dit, grand-père? Je ne t'ai pas entendu. J'ai demandé pourquoi ce papillon est plus intéressant que Socrate aujourd'hui, dit le gentil vieil homme, souriant de son doux sourire d'érudit à la petite fille de 13 ans qui possédait les boucles châtain brillantes de sa mère et ses propres yeux bleu-vert. Amusé, il tapota le volume des œuvres de Socrate à partir duquel il l'avait instruite. Alexandra lui adressa un sourire attendri et désolé, mais elle ne nia pas qu'elle était distraite, car comme le disait souvent son grand-père, doux et érudit, un mensonge est un affront à l'âme, ainsi qu'une insulte à l'intelligence de l'âme. Personne à qui on ment. Et Alexandra aurait fait n'importe quoi plutôt que d'insulter cet homme doux qui lui avait inculqué sa propre philosophie de vie et lui avait enseigné les mathématiques, la philosophie, l'histoire et le latin. Je me demandais, a-t-elle admis avec un soupir mélancolique, s'il y a la moindre chance que je sois seulement au stade de la chenille en ce moment, et qu'un jour bientôt je me transforme en papillon et sois belle? Qu'y a-t-il de mal à être une chenille? Après tout, a-t-il cité en taquinant, rien n'est beau à tout point de vue. Ses yeux pétillèrent alors qu'il attendait de voir si elle pouvait reconnaître la source de la citation. Horace, répondit rapidement Alexandra, lui souriant en retour. Il hocha la tête, satisfait, puis dit. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ton apparence, ma chère, car la vraie beauté jaillit du cœur et habite dans les yeux. Alexandra pencha la tête sur le côté, réfléchit, mais elle ne se souvenait d'aucun philosophe, ancien ou moderne, qui ait dit une telle chose. Qui a dit ça? Son grand-père rit, je l'ai fait. Son rire en réponse tintait comme des cloches, remplissant la pièce ensoleillée de sa gaieté musicale, puis elle redevint brusquement dégrisée. Papa est déçu que je ne sois pas jolie, je le vois à chaque fois qu'il vient me rendre visite. Il a toutes les raisons de s'attendre à ce que je m'améliore, car maman est belle et, en plus d'être beau, papa est aussi le cousin au 4e degré d'un comte. Par mariage. À peine capable de cacher son dégoût pour son gendre et pour sa prétention douteuse à un lien obscur avec un comte obscur, Monsieur Gimble a cité de manière significative, la naissance n'est rien là où la vertu n'est pas. Molière. Alexandra a automatiquement nommé la source de la citation. Mais, continua-t-elle d'un ton sombre, revenant à son inquiétude initiale, vous devez admettre que c'est un sort excessivement méchant que de lui donner une fille qui est si ordinaire. Pourquoi?
continua-t-elle morose, ne pourrais-je pas être grand et blond? Ce serait tellement plus agréable que de ressembler à un petit gitan, ce que papa dit que je fais. Elle tourna la tête pour contempler à nouveau le papillon, et les yeux de Monsieur Gimble brillèrent de tendresse et de joie, car sa petite fille était tout sauf commune. Lorsqu'elle avait 4 ans, il avait commencé à enseigner à Alexandra les bases de la lecture et de l'écriture, exactement comme il l'avait enseigné aux enfants du village confiés à sa tutelle, mais l'esprit d'Alex était plus fertile que le leur, plus rapide et plus capable de comprendre. Notion. Les enfants des paysans étaient des étudiants indifférents qui ne venaient chez lui que quelques années et partaient ensuite dans les champs de leur père pour travailler, se marier, se reproduire et recommencer le cycle de la vie. Mais Alex était né avec sa propre fascination pour l'apprentissage. Le vieil homme sourit à sa petite fille. Le cycle n'était pas une si mauvaise chose, pensait-il. S'il avait suivi ses propres inclinations de jeunesse et était resté célibataire, consacrant toute sa vie à étudier plutôt qu'à se marier, Alexandra Lawrence n'aurait jamais existé. Et Alex était un cadeau pour le monde. Son cadeau. Cette pensée le soulevait puis l'embarrassait parce qu'elle empestait la fierté. Pourtant, il ne pouvait pas contenir la bouffée de plaisir qui l'envahissait alors qu'il regardait l'enfant aux cheveux bouclés assis en face de lui. Elle était tout ce qu'il espérait, et même plus. Elle était la douceur et le rire, l'intelligence et l'esprit indomptable. Trop d'entrain, peut-être, et trop de sensibilité aussi, car elle se retournait à plusieurs reprises, essayant de plaire à son père superficiel lors de ses visites occasionnelles. Il se demandait quel genre d'homme elle épouserait, pas un homme comme sa propre fille avait épousé, il l'espérait sincèrement. Sa propre fille n'avait pas la profondeur de caractère d'Alexandra. Il l'avait gâtée, pensa tristement Monsieur Gimble. La mère d'Alexandra était faible et égoïste. Elle avait épousé un homme exactement comme elle, mais Alex aurait besoin et mériterait un homme bien meilleur. Avec sa sensibilité habituelle, Alexandra remarqua l'assombrissement soudain de l'humeur de son grand-père et s'efforça immédiatement de l'alléger. « Tu ne te sens pas bien, grand-père? Encore un mal de tête? Dois-je te frotter le cou? » « J'ai un peu mal à la tête, dit Monsieur Gimble, et alors qu'il trempait sa plume dans l'encrier, formant les mots qui deviendraient un jour, une dissertation complète sur la vie de Voltaire, elle vint derrière lui et a commencé avec les mains de son enfant pour apaiser les tensions dans ses épaules et son cou. À peine ses mains se furent-elles arrêtées qu'il sentit le chatouillement de quelque chose effleurer sa joue. Absorbé par son travail, il leva la main et se frotta distraitement la joue là où elle le chatouillait. Un instant plus tard, son cou le chatouilla et il le frotta là. Le chatouillement se déplaça vers son oreille droite et il réprima un sourire exaspéré lorsqu'il réalisa finalement que sa petite fille effleurait sa peau avec une plume. « Alex, ma chérie, dit-il, je crains qu'il n'y ait un petit oiseau espiègle ici, qui me détourne de mon travail. » Parce que tu travailles trop dur, dit-elle, mais elle déposa un baiser sur sa joue parcheminée et retourna à sa place pour étudier Socrate. Quelques instants plus tard, son attention en retard fut détournée par un ver se frayant un chemin devant la porte ouverte de la chaumière. Si tout dans l'univers sert le dessein particulier de Dieu, pourquoi pensez-vous qu'il a créé les serpents? Ils sont tellement laids. Assez horribles, en fait. Soupirant à son interruption, Monsieur Gimble posa sa plume, mais il n'était pas à l'abri de son sourire ensoleillé. Je me ferai un devoir d'interroger Dieu à ce sujet lorsque je le verrai. L'idée de la mort de son grand-père rendit immédiatement Alexandra sombre, mais le bruit d'une voiture s'arrêtant devant le cottage la fit bondir et courut vers la fenêtre ouverte. C'est papa, éclata-t-elle joyeusement. Papa est enfin arrivé de Londres. Et il est temps qu'il soit aussi, grommela Monsieur Gimble, mais Alex n'entendit pas. Vêtue de sa tenue préférée, une culotte et une chemise paysanne, elle se précipitait vers la porte et se précipitait dans les bras réticents de son père. Comment vas-tu, petite gitane? Dit-il sans grand intérêt. Monsieur Gimble se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant avec un froncement de sourcils le beau londonien aider sa fille à monter dans sa nouvelle voiture raffinée. Une voiture de luxe, des vêtements de luxe, mais ses mœurs n'étaient pas du tout fantaisistes, pensa Monsieur Gimble avec colère, se rappelant comment sa fille, Félicia, avait été aveuglée par l'apparence et la suavité de l'homme dès son arrivée à leur chalet un après-midi, son voiture en panne sur la route devant elle. Monsieur Gimble avait proposé de laisser l'homme passer la nuit et, tard dans l'après-midi, contre son meilleur jugement, il avait cédé aux supplications de Félicia et lui avait permis de sortir avec lui pour qu'elle puisse lui montrer la jolie vue depuis la colline. Au-dessus du ruisseau. Lorsque la nuit tomba et qu'il n'était pas revenu, Monsieur Gimble se lança à leur poursuite, trouvant facilement son chemin à la lumière de la pleine lune. Il les découvrit au pied de la colline, au bord du ruisseau, nus dans les bras l'un de l'autre. Il avait fallu moins de 4 heures à George Lawrence pour convaincre Félicia d'abandonner les préceptes de toute une vie et de la séduire.
Une rage au-delà de tout ce qu'il avait jamais connu avait bouillonné à l'intérieur de Monsieur Gimble et, sans un bruit, il avait quitté les lieux. Lorsqu'il revint au chalet 2 heures plus tard, il était accompagné de son bon ami le vicaire local. Le vicaire portait le livre dans lequel il lirait la cérémonie du mariage. Monsieur Gimble portait un fusil pour s'assurer que le séducteur de sa fille participait à la cérémonie. C'était la première fois de sa vie qu'il tenait une arme. Et qu'est-ce que sa juste fureur avait apporté à Félicia? La question assombrit les traits de Monsieur Gimble. George Lawrence lui avait acheté une grande maison délabrée, vacante depuis une décennie, lui avait fourni des domestiques et, pendant les 9 mois qui avaient suivi leur mariage, il avait vécu à contre-cœur avec elle ici, dans le petit comté isolé où elle était née. Point. À la fin de cette période, Alexandra arriva et, peu après, George Lawrence retourna à Londres, où il resta, ne revenant à Morsham que 2 fois par an pendant 2 ou 3 semaines. Il gagne sa vie de la meilleure manière qu'il puisse faire, avait expliqué Félicia à Monsieur Gimble, répétant visiblement ce que son mari lui avait dit. C'est un gentleman et on ne peut donc pas s'attendre à ce qu'il travaille pour gagner sa vie comme les hommes ordinaires. À Londres, son éducation et ses relations lui permettent de se mêler à toutes les bonnes personnes, et d'elle il reçoit de temps en temps des indices sur de bons investissements sur le marché. Changement, et sur quels chevaux parier aux courses. C'est la seule façon pour lui de nous soutenir. Naturellement, il aimerait nous avoir avec lui à Londres, mais c'est terriblement cher en ville, et il n'en rêverait pas. Nous soumettant au genre de logement exigu et miteux dans lequel il doit vivre là-bas. Il vient chez nous aussi souvent qu'il le peut. Monsieur Gimble doutait de l'explication de George Lawrence quant à sa préférence pour rester à Londres, mais il ne faisait aucun doute sur la raison pour laquelle l'homme revenait à Morsham 2 fois par an. Il l'a fait parce que Monsieur Gimble avait promis de le retrouver à Londres, avec son fusil emprunté s'il ne revenait pas au moins aussi souvent pour voir sa femme et sa fille. Néanmoins, cela ne servait à rien de blesser Félicia avec la vérité, car elle était heureuse. Contrairement aux autres femmes du petit comté, Félicia était mariée à un vrai gentleman, et c'était tout ce qui comptait dans sa stupide estimation. Cela lui conférait un statut et elle se promenait parmi ses voisins avec un air de reine de supériorité. Comme Félicia, Alexandra adorait George Lawrence, et il se réjouissait de leur adoration inconditionnelle lors de ses brèves visites. Félicia s'occupait de lui et Alex essayait vaillamment d'être à la fois son fils et sa fille, s'inquiétant de son manque de beauté féminine en même temps, elle portait des culottes et pratiquait l'escrime pour pouvoir tirer avec lui chaque fois qu'il venait. Debout à la fenêtre, Monsieur Gimble jetait un regard noir au véhicule brillant tiré par 4 chevaux élégants et cabrés. Pour un homme qui pouvait économiser peu d'argent pour sa femme et sa fille, George Lawrence conduisait une voiture et un attelage très coûteux. « Combien de temps peux-tu rester cette fois, papa ?» dit Alexandra, commençant déjà à redouter le moment inévitable où il repartirait. « Seulement 1 semaine. Je pars chez les Lansdowne dans le Kent. »« Pourquoi dois-tu être si souvent absent ?» demanda Alexandra, incapable de cacher sa déception même si elle savait que lui aussi détestait être loin d'elle et de sa mère. « Parce que je le dois, dit-il, et quand elle commença à protester, il secoua la tête et fouilla dans sa poche pour en sortir une petite boîte. « Tiens, je t'ai apporté un petit cadeau pour ton anniversaire, Alex. » Alexandra le regardait avec adoration et plaisir, même si son anniversaire était passé des mois auparavant, sans même une lettre de sa part. Ses yeux aigues-marines brillaient lorsqu'elle ouvrit la boîte et en sortit un petit médaillon argenté en forme de cœur. Même s'il était en étain et pas particulièrement joli, elle le tenait dans sa paume comme s'il était infiniment précieux. « Je le porterai tous les jours de ma vie, papa, murmura-t-elle, puis elle passa ses bras autour de lui dans une étreinte féroce. « Je t'aime tellement. » Alors qu'il traversait le petit village endormi, les chevaux envoyaient des nuages de poussière dans l'air et Alexandra saluait les gens qui la voyaient, impatiente de leur faire savoir que son merveilleux et beau papa était de retour. Elle n'aurait pas dû prendre la peine d'attirer leur attention sur lui. Le soir, tout le monde dans le village discutait non seulement de son retour, mais aussi de la couleur de son manteau et d'une douzaine d'autres détails, car le village de Morsham était ce qu'il avait été depuis des centaines d'années, endormi, tranquille, oublié dans son vallée isolée. Ses habitants étaient des gens simples, sans imagination et travailleurs, qui prenaient un plaisir incommensurable à raconter le moindre événement survenu pour atténuer l'infinie similitude de leur existence. Ils parlaient encore du jour, il y a 3 mois, où une calèche est arrivée avec un citadin portant non pas une mais 8 capes. Ils auraient désormais à discuter de la merveilleuse voiture et de l'équipe de George Lawrence pendant les 6 prochains mois. Pour un étranger, Morsham peut sembler un endroit ennuyeux peuplé de paysans bavards, mais pour Alexandra, 13 ans, le village et ses habitants étaient magnifiques. À 13 ans,
Elle croyait en la bonté inhérente à chacun des enfants de Dieu et elle ne doutait pas que l'honnêteté, l'intégrité et la bonne humeur étaient communes à toute l'humanité. Elle était douce, gaie et d'un optimisme incurable.